En 1934, l'armée de l'air est créée. Elle était avant intégrée dans l'armée de terre. L'histoire de l'armée de l'air et de l'espace plonge ses racines dans les premières unités destinées à utiliser l'espace aérien pour remplir des missions militaires, en commençant par la création, en avril 1794, de la première unité militaire aérienne du monde, la compagnie d'aérostiers du capitaine Coutel. Puis, l'aviation militaire française naît, en septembre 1909, avec l'achat des premiers avions par le ministère de la Guerre et l'organisation de l'aéronautique militaire avec la loi du 29 mars 1912. Sa véritable naissance a lieu pendant la Première Guerre mondiale. Entrée en guerre avec 22 escadrilles de 6 avions, la France termine la guerre avec 358 escadrilles de 10 à 15 avions et joue un rôle considérable dans l'arrêt des contre-offensives de Ludendorff au printemps 1918. La période de l'entre-deux-guerres voit le déclin de l'aéronautique militaire qui reste bridée dans son développement par l'étroite tutelle qu'exercent sur elle les armées de terre et de mer, malgré quelques avancées organisationnelles comme la loi du 8 décembre 1922 qui érige l'aéronautique militaire en armes au même titre que l'infanterie, la cavalerie, l'artillerie et le génie. La création officielle, à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. Le décret du 1er avril 1933 et la loi du 2 juillet 1934 donnent son indépendance à l'armée de l'air et lui permettent de s'organiser et de s'équiper pour remplir ses missions. Son commandement revient au général de division aérienne Joseph-Édouard Barrès, un des pionniers de l'aéronautique militaire, premier officier d'état-major à obtenir un brevet de pilote en 1911. Mais, l'offensive allemande de mai 1940 l'a saisit alors que son équipement en matériel moderne n'est pas terminé. Réarmée plus tôt, la Luftwaffe parvient à s'imposer dans le ciel de France malgré le sacrifice de près de 40% du personnel navigant. Malgré tout, les aviateurs français parviendront à infliger des pertes qui seront fatales à l'armée de l'air allemande lorsqu'elle attaquera l'Angleterre. La supériorité technique et numérique de la Luftwaffe sur la RAF et l'armée de l'air était telle que les chasseurs alliés ne purent jamais interférer sérieusement dans les opérations tactiques allemandes. Il fallut attendre les opérations au-dessus de Dunkerque pour que les Messerschmitt rencontrent pour la première fois les Spitfire de la RAF, pilotés par des aviateurs doués et résolus. Au combat contre ce chasseur maniable, les pilotes allemands découvrirent pour la première fois que leurs propres avions pouvaient être dominés et qu'ils étaient forcés de piloter à la limite de leur capacité. Ce fut peut-être la première indication que la Luftwaffe n'était pas invincible. Après l'armistice, des centaines d'aviateurs poursuivent le combat au sein des forces aériennes françaises libres, si bien que l'escadrille française de chasse numéro 1 est la première unité militaire à être fait compagnon de la libération en 1941. Les forces aériennes françaises libres sont créées le 7 juillet 1940 sous le commandement provisoire de l'amiral Muselier. Les premiers alliés
sont 150 élèves pilotes qui, le 20 juin, rejoignent l'Angleterre sous les ordres de leur instructeur, le lieutenant Pinault, à bord du langoustier Trébouliste. Unfortunately, you couldn't bring your aerodrome with you. We have here an aerodrome and aircraft and equipment, and I hope you will share it with us. I hope you'll be very happy while you're in England here and make a lot of friends. Merci beaucoup. Ils poursuivent leur instruction et l'apprentissage de l'anglais pendant quelques mois encore. Des pilotes tentent de rallier l'Angleterre. 5 d'entre eux, partis d'Oran, périssent tragiquement, abattus par la DCA espagnole, mais d'autres réussissent, comme Maurice de la Frétaye, dont la remarquable évasion est relatée par ce speaker anglais. Maurice de Frétaye is the hero of an extraordinary adventure. In occupied France, he secretly built a plane, waited for a good wind and flew it to England. He is a credit to his country. Britain awarded him the OBE. À partir du 1er août 1940, 13 pilotes de chasse français combattent au sein de la RAF pendant la bataille d'Angleterre. Mais le général de Gaulle veut éviter les engagements individuels dans la RAF et privilégie la formation d'unités aériennes purement françaises, les Forces aériennes françaises libres. Le groupe de bombardement numéro 1, équipé de bombardiers Blenheim, est l'ancêtre du groupe Lorraine. Comme d'autres unités FAFL éphémères, il combat en Afrique et soutient la colonne Leclerc. Le groupe de bombardement Lorraine est officiellement créé le 2 septembre 1941 avec l'arrivée du général Vallin comme nouveau chef des FAFL. Revenu en Angleterre après le débarquement américain en Afrique du Nord, le Lorraine exécute de nombreuses missions de bombardement pour préparer le débarquement en Normandie. Attaque des infrastructures, voies ferrées, convois, centrales électriques comme celle de Chevilly-Larue le 3 octobre 1943. 2 avions sont abattus. L'un s'écrase dans la Seine, l'autre dans la forêt de Chantilly. En septembre 1942, pour montrer le prix qu'il attache à la solidarité de combat entre Russes et Français, De Gaulle, qui pense que la guerre de l'URSS contre l'Allemagne décide de l'avenir du monde, envoie malgré les réticences britanniques des aviateurs français combattre en Russie. Ce n'est qu'en avril 1943 que le groupe Normandie, équipé de chasseurs Yak, sera engagé sur le front de Kalouga et deviendra le célèbre groupe Normandie-Niemen. Le général Vallin décide de donner des noms de provinces françaises aux unités aériennes françaises libres en cours de constitution. Après Alsace, Lorraine, Normandie, suivent Île-de-France, Bretagne et Artois. Lorsque survient en juillet 1943 la fusion avec l'aviation d'Afrique, le général Vallin, qui cède le commandement des FAFL au général Bousca,
a accompli avec succès la mission que lui avait confiée le général de Gaulle. Du 18 juin 1940 au 31 juillet 1943, plus de 300 aviateurs de la France libre sont morts au combat. L'essentiel de l'armée de l'air reprend le combat après l'invasion de l'Afrique du Nord en novembre 1942 et son réarmement par les Alliés. Au sol avec ses unités SAS et dans les airs avec ses escadrilles engagées en Normandie, en Provence, sur la côte atlantique, sur le front de l'Est et jusqu'en Allemagne aux côtés de la Première Armée, l'armée de l'air reconstituée tient son rôle aux côtés des autres armées dans la libération et la défaite de l'Allemagne nazie. Engagée après la guerre dans les conflits coloniaux en Indochine, en Afrique noire et en Algérie, l'armée de l'air parvient parallèlement à se réorganiser et à s'équiper avec des matériels modernes afin de participer dans le cadre de l'OTAN à la défense de l'Europe. Puis, en 1964, elle met en œuvre la première composante nucléaire stratégique avec ses Dassault Mirage 4, puis, à partir de 1971, une seconde composante avec les missiles sol-sol balistiques stratégiques, SSBS, du plateau d'Albion. Participant aux opérations extérieures de la France en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est et à de très nombreuses opérations humanitaires à travers le monde, l'armée de l'air offre les capacités nécessaires à la défense des intérêts de puissance partout où cela est nécessaire. Cette nuit, à 3 heures du matin, heure de Paris, sur ordre du président de la République, les armées françaises, en étroite coordination avec les armées américaines et britanniques, ont mené une opération en Syrie. Cette opération visait des objectifs appartenant au programme chimique clandestin de la Syrie. Un raid aérien est parti en début de nuit depuis plusieurs bases aériennes en France afin de rejoindre les côtes de la Syrie. Ces différents moyens ont tiré, de manière parfaitement coordonnée, des missiles de croisière sur les objectifs prévus, ceci en étroite synchronisation avec nos alliés américains et britanniques. Les infrastructures visées ont servi à développer et à produire les substances utilisées pour tuer des hommes, des femmes et des enfants syriens au mépris de toutes les normes du droit et de la civilisation. Vous me permettrez de saluer le professionnalisme, la rigueur, le courage des femmes et des hommes des armées françaises qui ont contribué à la bonne exécution de cette opération d'une grande complexité. Ayant reçu un certain nombre de responsabilités dans le domaine de la défense spatiale, elle devient le 11 septembre 2020 l'armée de l'air et de l'espace.